Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur le plateau des Face à l'Afrique. Face à l'Afrique aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité. L'immigration et l'intégration des Africains en France. L'intégration est-elle possible en France? On va le savoir. Pour le savoir, nous avons deux candidats sur ce plateau. À ma droite, Madame Aïssatou Cissé, présidente de l'association Maïdine Kaya, qui est une association culturelle et ethnique. À ma gauche, Monsieur Mehdi Gassama, qui est le président de ALIFSI, Alternative Île-de-France pour la solidarité et l'intégration. Président également du Parti démocrate sénégalais. La démocratie en sénégalais, bonjour, ça donne quand même un exemple à l'Afrique, hein, où on voit une belle démocratie qui émerge en Afrique. Il y a le Sénégal, bien entendu, et le Bénin. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour. Alors, on rentre dans le vif du sujet, on n'a pas beaucoup de temps, bien sûr. Alors, Madame Aïssatou, dites-moi, vous êtes intégrée en France? Parfaitement. Je suis née en France, en fait. Mes parents ont émigré dans les années 80 et ont fait grandir leur famille en France jusqu'à aujourd'hui. Alors, quelle est la chose qui fait dire que vous êtes bien intégrée en France? Parce qu'il y a des paramètres d'intégration qu'on appelle les principes d'intégration. Quels sont les paramètres pour vous? Déjà, d'être intégré socialement, avoir des amis, des connaissances, avoir un emploi aussi, ça fait partie de l'intégration en France, et être tout simplement installé sur le territoire. Alors, vous préférez l'intégration bien assimilée, le terme, quand on voit ce terme qui est utilisé, galvaudé aussi des fois, et chez les anglo-saxons, on ne parle pas d'intégration, on parle peut-être d'assimilation, on parle également aussi de communautarisme. Tout le monde accepte cela. Mais pourquoi la France, on doit parler d'intégration? Pour répondre à cette question, Maïa. Pour eux, intégration rime avec immigration. Ils parlent seulement que d'intégration quand ils parlent des immigrés. Donc, sachant que pour eux, un immigré, un étranger vient s'installer dans leur pays, ne connaît pas leur culture, leur langue, etc., forcément, il a des choses à faire, histoire de pouvoir se fondre, on va dire, dans la masse. Se fondre dans la masse. Alors, comment on fait pour se fondre dans la masse, tout en ayant une gueule de métèque? Pardonne-moi l'expression. Oui. Mais voilà, je pense que c'est un sujet très intéressant. Mais merci de nous avoir invités sur ce plateau. Et je pense que l'immigration en France ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que l'immigration, en quelque sorte, si on parle des Africains, n'a pas réussi côté des Africains. Alors ça, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça. Et c'est la raison pour laquelle on va débattre sur le mot intégration. Le mot intégration... Il y a deux mots, il y a l'immigration et l'intégration. Est-ce que ça va de pair? Mais les deux vont de pair, parce qu'un immigré qui a besoin de s'intégrer, ouais, en quelque sorte, c'est ce qu'on a couramment dit dans les plateaux télé, etc. Parce que l'intégration, c'est d'abord, ce n'est pas une assimilation. Hein. Alors, je posais plein d'éléments. Non, pas du tout. Intégration d'abord, je crois que ça... Alors expliquez-nous, l'intégration, voilà, c'est quoi? L'assimilation, c'est quoi? Voilà, l'intégration, d'abord, ça passe par la langue. Parce que quand on vient dans un pays... Vous êtes un sarkozyste, alors en ce moment-là, quand Sarkozy dit avant d'avoir la nationalité française, donc il faut, bien entendu, savoir lire et écrire le français, mais c'est se moquer de gens. J'ai combattu Sarkozy depuis plus de 12 ans. D'accord. Mon association l'a combattu depuis plus de 12 ans. Il était ministre de l'Intérieur et président de la République. Moi, je suis d'accord avec Sarkozy, parfois, quand il parle de l'intégration. Parce que je viens de l'Afrique, je vis dans la communauté africaine et je connais la situation aujourd'hui que vivent beaucoup de nos compatriotes africains ici en France. Voilà. Je pense que l'intégration, aujourd'hui, n'a pas réussi du côté des Africains. Et parce que si on regarde aujourd'hui les Africains qui ont réussi en France, et qu'après les Maghrébins, ce sont les Africains. La deuxième vague des immigrés en France, après les Maghrébins, ce sont les Africains. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas que ça soit un tabou pour nous, les Africains, pour dire que l'intégration est très importante, voilà, pour vivre dans cette société. Dans cette société. Alors, on remarque que cette société, elle est complètement fractionnée. C'est une société où on vit en communauté. On a remarqué une communauté qui arrivait à l'époque des boat people, vous vous rappelez, des Chinois, etc., des Asiatiques.
Mais aujourd'hui, ils ont parfaitement réussi leur intégration au regard de ce qui se passe avec nous, les Africains et les autres. Alors, ils savent mieux faire les choses ou ils respectent mieux les choses que nous? Non, c'est pas qu'ils ont réussi, ils ont mieux réussi que nous leur intégration, c'est juste qu'eux, ils se sont donné un objectif. Ils se sont dit, on va développer le commerce. Et c'est par ce biais-là qu'en fait, ils ont réussi, entre guillemets, leur intégration, parce que c'est par cette réussite, on va dire, commerciale qu'ils ont réussi à bien s'intégrer en France et à s'installer durablement. Mais je reviens encore par rapport à cela. On remarque au niveau j'ai les chiffres, mais je ne vais pas, comme je dis, évoquer les chiffres ici. Les enfants issus des BOD People, les enfants issus de cette communauté asiatique sont très assidus au niveau de l'école. Ils ont 60%, 65% d'obtention des diplômes. Or, au regard de ce qui se passe chez les enfants africains, ils ont à peu près 26% de réussite au niveau scolaire. Alors, comment voulez-vous parler seulement au niveau commerce? Or, les chiffres expliquent autre chose. C'est culturel. Chez les Asiatiques, ils sont très scientifiques, maths, etc. Ils réussissent parfaitement dans ces domaines-là. Dans ma classe, quand j'étais jeune, tous les Chinois qui étaient dans ma classe... Vous êtes encore jeune? Enfin, oui. Quand j'étais encore à l'école, tous les Asiatiques de ma classe, ils avaient des notes excellentes en maths. Voilà, eux, ça, c'est leur point fort. Malheureusement, chez nous, les Africains, on n'a pas forcément de point fort parce que déjà, on part avec un premier handicap. Nos parents n'étaient pas déjà notre base au niveau du soutien pour la langue. Allez-y, dites les choses, les choses. Pour la langue, pour le soutien scolaire. On n'avait pas déjà cette base-là, contrairement aux Français déjà installés ici, etc. Voilà. On n'avait pas cette base-là. Donc, effectivement, on partait avec un léger handicap par rapport aux Asiatiques, qui eux, déjà, ils avaient culturellement, scientifiquement et mathématiquement, ils étaient déjà à une avancée, même pas rattrapable. Donc, voilà. Alors, quand on voit la Chine aujourd'hui, les gens font des copettes par rapport à la Chine. Quand les Chinois viennent ici, j'ai participé dernièrement à une conférence de presse de ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, où il faisait la promotion aussi de la Chine. Et en regardant cela, on dit que les Chinois sont quand même bien intégrés ici en France. Mais exactement, effectivement, les Chinois sont bien intégrés parce que d'abord, ma soeur, je ne sais pas si c'est ma nièce, ma soeur, et elle parle tout à l'heure du commerce. Hein. Quand on regarde aujourd'hui à Paris... C'est les moyens d'intégration, quand on appelle la route de la soie, vous le connaissez, la route de l'épice de la soie, où à travers le commerce, on est en contact avec la population, où on s'intègre directement dans le principe. Même chez les Africains, on a vu avec la langue bambara, ça a permis au commerce de se développer. Et oui, exactement. Mais c'est pour ça que je vous dis que l'intégration passe forcément par la langue. Et les Chinois, c'est vrai que dans leur pays, ils ne connaissent pas la langue française par rapport aux Africains, pays francophones, etc. Mais à leur arrivée ici, les Chinois, facilement, ils s'intègrent parce que d'abord, ils essaient d'apprendre la langue. Vous voyez, d'apprendre la langue et les enfants sont bien encadrés au niveau à l'école et aussi à la maison. Je ne dis pas que chez nous, on ne le fait pas. Mais le problème, c'est que nous, on avait tendance à dire qu'on va rentrer, on va retourner au pays, on ne va pas rester ici. Et que le premier objectif d'un Africain en France, c'est de construire une belle villa ou bien de construire... Voilà. Et j'oublie l'éducation des enfants ici. Voilà. Et c'est tout le problème, c'est depuis 30 ans ou 40 ans. Voilà, on vit le même phénomène. Alors, on rentre d'une manière assez négligée dans cette réflexion que M. Gassama vient de le faire. On constate au niveau des familles africaines, on favorise plus son intérêt personnel que l'intérêt de la famille. On favorise parfois autre chose au niveau, vénal, matériel. Ils sont beaucoup plus vénaux, ces Africains. Ils construisent en Afrique au détriment de leurs enfants ici. Les allocations, au lieu d'utiliser par rapport aux enfants, d'avoir des soutiens scolaires, ils utilisent pour bâtir leur villa là-bas. Et bien entendu, c'est passé pour des riches là. Vous croyez que ça a un impact par rapport à ce qui se passe au niveau de l'éducation ici, éducationnelle ou culturelle? Oui, tout à fait. Comme l'a dit M. Gassama, la première chose qu'un Africain pense quand il arrive en France, c'est amasser le plus possible de l'argent pour pouvoir retourner ensuite en Afrique, faire ses constructions, peut-être ouvrir un commerce ou autre. Et effectivement, l'éducation des enfants, le fait qu'on va vivre, nous, en France, vient au second plan.
n'est pas tout de suite la priorité de certains parents. Donc forcément, voilà, ça favorise forcément aussi un autre handicap pour les enfants d'ici pour pouvoir mieux s'intégrer et réussir à l'école. Réussir à l'école. Je reste encore, je vais m'apaisantir sur cette situation qui est assez dramatique. Je vois ma poste, là où j'habite, une femme est accompagnée par son enfant. L'enfant qui a une dizaine d'années, moins d'une dizaine d'années, 8 ans à peu près. C'est l'enfant qui fait la traduction pour la maman. Donc, en fait, c'est l'enfant qui porte la mère aujourd'hui. Comment voulez-vous faire une éducation à cet enfant? Eh bien, c'est pour cela... Vous connaissez ce que je veux dire par là? Mais exactement, ça c'est dramatique, c'est catastrophique, ça c'est des situations vraiment à ne pas revivre, c'est des choses qu'il faut combattre. C'est l'illettrisme. Et la dame, elle a la nationalité française, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Mais elle est française de souche ou... Non, c'est française, ce qui vient de l'Afrique. Elle vient de l'Afrique. Naturalisée. Naturalisée. Et donc, on donne raison à Sarkozy, d'ailleurs. Mais c'est pour cela que je vous dis, il y a certains points, il y a certains points que je suis d'accord. Est-ce que la France doit être ferme par rapport à l'obtention de délivrance de oui, cette citoyenneté? Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la naturalisation. Même le titre de séjour, aujourd'hui, pour obtenir le titre de séjour, maintenant, forcément, il faut comprendre la langue française. Comment ça se passe? D'abord, Sarkozy est à l'origine de toutes ces lois et il fallait d'abord que celui qui se présente au guichet pour ces démarches de titre de séjour doit échanger avec l'agent au guichet en français pour que l'agent puisse évaluer son niveau de français. Et si la personne n'arrive pas à bien s'exprimer en français ou n'arrive même pas à parler le mot français, alors on peut lui délivrer le titre de séjour, mais il y aura un autre parcours, ce qu'on appelle le contrat d'intégration que la personne va signer. Et ce contrat d'intégration, vous êtes obligé d'apprendre la langue française, sinon votre titre de séjour ne sera pas renouvelé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les titres de séjour de 1 an renouvelables, mais à condition que la personne suit les cours d'alphabétisation jusqu'à ce qu'elle puisse aussi savoir parler la langue française, savoir écrire la langue française, et ainsi de suite. Sinon, son titre de séjour est retiré au prochain renouvellement. Alors, vous êtes intégré, vous allez peut-être rajouter par rapport à ce qu'il vient de dire, vous voulez rajouter quelque chose? Juste un point où je n'étais pas forcément d'accord. Oui, mais bien sûr, il ne faut pas que vous soyez d'accord sur tout ce qu'il dit, d'ailleurs. Il n'y a pas que les Africains qui sollicitent leurs enfants pour l'écriture pour les papiers administratifs, hein, parce que moi qui travaille à la banque, j'ai vu qu'il y a toutes les ethnies, toutes les cultures, les parents qui demandent à leurs enfants, forcément qu'ils n'en savent plus parce qu'ils ont été à l'école, de leur remplir leurs papiers, etc. Ça, après, c'est pas quelque chose de mauvais pour l'enfant, c'est juste que après les parents se trouvent en difficulté, eux, quand ils n'ont pas leurs enfants à côté d'eux. Mais après, ça, c'est vraiment pas propre à l'Afrique, hein. C'est vraiment toutes les cultures qui le font. Hein. Alors, on va rentrer encore dans l'intégration. Je le pose toujours par rapport à l'Afrique. Je peux rajouter parce que je suis d'accord. Ce qu'elle dit, ce n'est pas seulement les Africains, je ne parle pas. Mais ce que moi, je veux dire, c'est que quand on vient en France, vraiment, c'est ce pays qui vous accueille, qui vous donne tous vos droits, mais vous avez un devoir. Donc, forcément, il faut apprendre la langue française. Ce n'est pas seulement les Africains. Un Américain, la première puissance mondiale, l'Américain, il vient en France, il fait tout pour apprendre la langue française, pour pouvoir investir ou bien pour pouvoir créer son entreprise ou, je ne sais pas, travailler en France. Et nous, les Africains ou d'autres citoyens étrangers, et la plupart, les gens, quand ils arrivent ici, on va dans les foyers, et surtout côté africain, les gens sont là depuis 1960, 1965, ils ne peuvent même pas écrire une phrase en langue française. Et c'est avec les odeurs, comme disait Jacques Chirac. Dites-moi, alors les odeurs, là, pardonnez-moi, mademoiselle, est-ce que vous avez été choqué par rapport à ce que le président avait dit? Ça me choque plus, ce genre de phrase, parce que maintenant, ça devient tellement... Et pourquoi ça me choque plus? Parce que vous le banalisez. Quand on banalise la situation, donc vous l'acceptez. En même temps, il n'y a pas que moi qui le banalise, c'est tout le monde, parce que ce genre de phrase, maintenant, ça... En plus, sorti du contexte, c'est tellement péjoratif et insultant qu'on se dit que voilà, ils n'ont pas vraiment de... Je pense même pas qu'ils y sont allés dans ce foyer-là pour se dire qu'il y a des odeurs ou des choses comme ça. Alors, dites-moi, les Africains, quand on les voit dans les métros, ça parle fort, ça crie, avec les odeurs de parfum qu'on n'aime pas trop. Dites-moi, est-ce que c'est l'intégration, cela? Ou bien c'est leur culture? C'est leur culture. L'Africain parle fort en général. C'est la culture africaine, ça, qui fait ça. Qu'on aille en Afrique, en Amérique ou en France,
l'Africain parlera fort. Hein. Parlera fort? Parlera toujours fort. Donc, par définition, donc, les gens qui vous reçoivent ici, mon père disait toujours, il y a un proverbe africain qui dit, lorsque vous rentrez dans un pays, vous voyez les gens danser avec une seule jambe et danser avec cette jambe-là. Est-ce que les Africains essayent de danser avec la même jambe qu'est les natifs d'ici? Ils essayent. Et pourquoi il y a des tensions au niveau politique? Les politiques stigmatent beaucoup les immigrés, montrent du doigt les immigrés, et ça devient leur fonds de commerce. Pourquoi? Vous allez répondre à cela. Pourquoi, monsieur Gassam? Oui, on est en politique. Hein. Vous savez, les politiques, tous les moyens sont bons pour vraiment élargir sa base électorale, pour avoir des électeurs. Et donc, on sait que parfois, les politiques, ce qu'ils disent, si on prend le cas du Front National, ou bien même de ce que Jacques Chirac disait, que ouais, ça pue, forcément, ce n'est pas forcément vrai. C'est une manière de... C'est un constat aussi. Oui. C'est ce constat fait par rapport aux sociologues, etc. Oui, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais ça, c'est pour dire que voilà, la politique de François Mitterrand a échoué. Voilà les gens qui sont chez nous et ils ne respectent rien, etc. Et que nos caquets commencent à sentir mauvais. Alors, quand on est intégré, forcément, on doit respecter les règles, comme on dit, d'une société où la société vous accueille. Et on se rend compte quand même le tapage nocturne, du bruit, etc. Mais je reviens encore avec ces histoires des odeurs. La nourriture africaine, elle est très épicée. Hein. À travers cette nourriture, les voisins qui sont à côté viennent frapper chez vous et disent, écoutez, il faut faire moins voilà. Donc, il y a plein d'odeurs au niveau des escaliers. Vous rentrez, donc vous mangez déjà la nourriture de votre voisin sans le toucher. Donc, ça fait partie aussi d'intégration. Il faut bien que, pour pas que non plus l'Africain, en arrivant en France, se perde, il faut bien qu'il garde un peu de sa culture. Forcément, il va cuisiner chez lui les plats nationaux de son pays, il va mettre l'encens, enfin voilà. Il va vivre un peu comme en Afrique. Ça plaît ou ça plaît pas. En même temps, ce qu'on montre à la télé, c'est une minorité, histoire de stigmatiser une certaine population, histoire de montrer un peu la peur et montrer aux gens qui vivent en province que voilà, à Paris, ça fait peur parce qu'il y a des Africains qui puent, qui sentent le tièbe, etc. Voilà, il faut bien trouver un bouc émissaire, de toute façon, pour élargir l'électorat. C'est tout trouvé. Alors, comment faire maintenant pour changer cette image? Parce qu'il n'y a pas seulement ces Africains-là. Il y a la deuxième génération, les gens qui sont nés ici, parlent bien français, intègrent bien le principe, les concepts qu'on appelle les codes de cette société. Comment faire pour donner une très belle image dans cette société française qui est une société conservatrice, en fait, par rapport à ce qu'on voit tous les jours, d'ailleurs. Exactement. Et moi, je lance un message à cette jeunesse. On n'est pas là à lancer encore le message. Allez-y. D'accord. Mais exactement. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est à cette génération, cette jeunesse, de pouvoir changer les choses. Parce que cette génération, la plupart de ces enfants sont nés ici et ils sont allés dans les mêmes écoles que les Français de souche, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, ils doivent s'engager, soit associativement comme Madame Cissé, et ils doivent aussi s'engager en politique. Parce que s'ils ne s'engagent pas en politique et ils ne s'engagent pas associativement, c'est que vraiment, ils ne peuvent rien changer. Ils seront toujours discriminés, ils seront toujours indexés, etc., comme s'ils sont eux qui font le malheur, tout le malheur de la France vient de ces gens-là. C'est la raison pour laquelle le combat leur revient aujourd'hui. Et nous qui sommes arrivés, associatif, on est là pour pouvoir les appuyer, les encadrer. On a réduit les subsides de budget pour les associations. C'est pourquoi? C'est pour faire mourir ces associations-là? C'est pour un peu les étrangler et réduire le nombre de créations d'associations, forcément. Plus il y a des associations, plus elles essaient de se faire entendre et moins c'est bon pour les politiciens ou les gens qui essaient de rester dans la lumière. Alors, on va regarder des études. On a deux études ici, des sociologues et un démographe ont publié le parcours en fait, de personnes âgées de 20 à 35 ans. Vous êtes dans cette fourchette-là, d'origine immigrée, ou pas d'ailleurs, hein, mais ils ont regardé cette étude qui a été bien entendu faite au niveau de leur scolarité en France. On s'aperçoit d'une seule chose qu'il y a deux indicateurs. Le premier indicateur,
il y a l'absence de diplôme au niveau des Africains. Énormément d'absence de diplôme. Ils font un cursus, un parcours assez chaotique, en dents de scie, et ils rentrent, bien entendu, dans tout ce qui est métier manuel. Alors, pour les gens qui obtiennent le diplôme, le baccalauréat, donc ça évolue entre 20 à 28%. C'est quand même extrêmement grave, tout cela. Comment voyez-vous? Comment ça s'est passé avec vous? Est-ce que vous avez eu votre bac? J'ai mon bac, j'ai même un bac plus 2 fois, un BTS en fait. Oui. Donc, en fait, c'est pas tant C'est ce qu'on appelle les diplômes de pauvres, BTS, en fait, c'est un peu ça. Non, pas forcément. Hein. Après, c'est par rapport à la voie qu'on choisit, le métier qu'on veut choisir, mais qu'on aille à la fac ou qu'on aille faire des études supérieures pour le BTS, ça équivaut à exactement la même chose. Donc, ça veut vous faire croire que vous êtes supérieur, mais en réalité, c'est diplôme d'études technicien supérieur, c'est ça un peu ça, quoi. Brevet technicien supérieur, voilà, c'est un peu cela. Donc, vous ouais. croyez que c'est ça. Est-ce qu'au niveau du marché du travail... Au niveau du marché du travail, ça équivaut, et encore mieux même, parce qu'au moins, nous, on a un peu plus d'expérience que quelqu'un qui était à la fac. L'alternance avec la société, avec une entreprise qui vous prend en charge. Exactement. Et comment ça se passe au niveau des entreprises? Une black qui débarque, ou bien un black qui débarque avec une gueule de métèque, pardonnez-moi. Oui. Comment on voit ça? Ça dépend des entreprises. Voilà, nous avons notre noir à nous, donc c'est ethnique. C'est un peu ça. Ça dépend des entreprises. Quand on vous a pris là-bas à la banque, on dit voilà, nous avons notre noir à nous, alors on ne peut pas nous accuser des racistes. C'est un peu ça. C'est un peu ça parce qu'ils jouent beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas de discrimination dans la société. Dans la société où j'ai été employée, et que c'est multiculturel, etc. Donc forcément, ils en jouent pour attirer la sympathie, pour attirer aussi la clientèle aussi. La clientèle. On dit, tiens, nous avons notre black à nous, notre sœur là-bas, donc on va aller mettre l'argent là-bas, quoi. Donc il y a l'intérêt pour l'intérêt. Il y a un intérêt pour eux, il y a un intérêt pour nous. De toute façon, alors comment voyez-vous tout cela, qu'on utilise les blacks quelque part, comme si c'est des drapeaux, on exhibe l'épouvantail. Tiens, il y a un black ici, venez rentrer, acheter chez nous. Oui, moi je peux être d'accord, parce que si on ne le fait pas, on dit aussi qu'ils sont racistes, ils n'emploient pas, ils n'embauchent pas les hommes de couleur, les femmes de couleur. Et moi je pense que tout dépend de la compétence de tout un chacun et son engagement. Voilà. La vie, rien ne se gagne dans la facilité. Et moi je pense qu'il faut que notre communauté essaie de comprendre que dans la vie, je sais, on a des gens braves, des femmes braves, des hommes braves, mais le problème, c'est qu'on n'a pas jusqu'à présent compris comment l'Europe fonctionne, comment la France fonctionne. Voilà. Et c'est tout le problème de toutes ces... 60 ans quand même de présence africaine en Europe, c'est quand même extraordinaire. Oui, les Français, les Noirs sont ici depuis 1954, enfin à peu près 54. Je vous dis, c'est l'immobilisme, voilà. C'est-à-dire, comment? C'est-à-dire que... Parce que les gens, vous voyez, même dans ton propre quartier, il y a souvent des réunions de quartier pour que les gens puissent se connaître, etc. Mais vous verrez très, très rarement dans ces réunions de quartier des immigrés africains qui viennent, oui, pour aussi comprendre comment leur mère travaille dans leur quartier, etc. C'est ça le problème. C'est que si on reste, comment dirais-je, enfermé sur soi-même, c'est-à-dire on se dit, oui, j'ai mon travail, après travailler à la maison, échanger entre eux, on ne va pas réussir dans ce pays-là. C'est ça le problème. Et après, on n'est pas formé pour travailler dans les grandes boîtes. On n'a pas des grands diplômes pour s'imposer. Alors, parlons de grands diplômes. Alors, comment faites-vous? Parce qu'on voit les grands diplômes. Il y a certains enfants qui sont ici, en Europe, comme je parlais des Chinois, c'est un exemple même d'ailleurs. Et à travers, mis à part ces enfants-là, il y a encore une autre communauté ici, des Indo-Pakistanais, qui ont acheté tout le 10e arrondissement, à peu près. Si vous allez dans le 10e arrondissement, c'est eux. Mais les Africains, là, sont où? Ils sont à Château-Rouge? Ils sont à Château-Rouge, mais rachetés par les Indiens ou les Chinois, bientôt, de toute façon. Donc, ce qui fait qu'ils sont à la traîne. Le commerce, c'est pas pour nous. Voilà. Ouais, les arabes, c'est quoi pour nous, enfin, Africains? Il faut qu'on se trouve une... On a encore trouvé à 50 ans, 60 ans, alors c'est exactement. Alors, mais c'est quoi? C'est ça, il faut vraiment que les Africains en France se réveillent. Ah ouais, voilà. Se réveillent maintenant, ils sont... Ah mais non, mais... C'est des hibernatus, alors? Non, mais c'est pas un mot fort. Moi, c'est-à-dire, parfois, je suis... comment dire, choqué et de voir comment nous, on a eu de la chance, surtout les pays francophones qui sont venus, depuis au pays, même si on n'est pas allé à l'école, on peut savoir ce que c'est que savoir bonjour. Et les Asiatiques, les Hindous, tout ça, ils ne connaissent pas ça. Et pourquoi ils viennent ici facilement? Ils arrivent à
acheter les immeubles, acheter les appartements, tout un quartier. Tout un quartier. On va à Sarcelles, on va dans certains départements, mais ils commencent à acheter partout. Et nous, on se dit oui, parce qu'on est discriminés. Voilà, on a fait entrer ça dans la tête de nos enfants, et les enfants grandissent avec ça, que nous sommes discriminés, on ne peut pas réussir dans ce pays, c'est même pas la peine de faire les études. Ça, c'est grave. Alors, quand on voit un grand frère se réveiller le matin avec sa poche remplie de billets d'argent, est-ce que ça vous donne envie d'aller à l'école? Parce que le grand frère se réveille à midi, il fait un peu quelques transactions qui sont assez douteuses, et à l'arrivée, il se retrouve avec... et la maman reçoit des baskets Nike à la maison, ne sait pas d'où ça vient, elle est contente, la maman se promène avec ça. Vous croyez que ça fait partie de l'intégration aussi? Malheureusement, il y a des jeunes qui, en voyant ça, ils suivent les grands frères qui ont pris ce chemin-là. Mais après, il faut savoir qu'on s'est toujours attrapé dans ce genre de commerce illégal. Autant se dire qu'on va se réveiller à 6 h du matin, travailler dur à l'école, à la fac, pendant 5, 6, 7 ans, pour avoir un diplôme, essayer d'avoir une réussite sociale et au niveau du travail, avoir un bon métier, et se dire que voilà, on l'a eu par la force du travail, par la sueur de notre front. Et par la force du poignet. Voilà, exactement. Dit. Mais la force du poignet, quand on voit la force du poignet, on ne voit pas beaucoup de Chinois en prison. Et on le voit, une population africaine, noire, qui écume les prisons, qui remplissent les prisons. Il y a les Africains qui sont en tête, les Arabes aussi également. Ouais. Dites-moi, c'est l'échec total. C'est une plaie pour la société, la société française. L'échec total de l'immigration de cette population. C'est l'échec total. Alors, il faut expulser tout le monde alors? Non, pas du tout. Marine Le Pen a raison d'expulser, de mettre un bateau, de créer un bateau pour tout le monde et renvoyer tout le monde en Afrique. C'est le communautarisme. Quand on voit les cités, qui habite dans les cités? Les Arabes, les Noirs. Pourquoi? Parce qu'on Depuis les a mis... 78 avec le programme d'HLM, etc. Voilà, parce qu'on les a mis là-bas, on leur a dit, vous allez habiter là-bas. On ne voit pas de Chinois, on ne voit pas de Français, on ne voit pas d'Indiens. Il n'y a que des Noirs et des Arabes. Forcément, les fréquentations font qu'on côtoie un gars qui gagne 20 000 € par semaine juste en traînant en bas du quartier à tenir les murs et à faire son commerce illicite. Forcément, on est tenté, on se dit que pourquoi je vais me lever à 5 h du matin pour aller prendre le métro et travailler. Forcément, cette tentation-là est là. Alors que si on habitait autre part que dans le 16e arrondissement, par exemple, 15e arrondissement. Exactement, ou même en province, dans des quartiers où il y a un peu plus de disparité au niveau culturel, là, je pense qu'on se donnerait plus de moyens pour réussir. Est-ce que les Africaines que je vois traîner à la gare du Nord, énormément à la gare du Nord d'ailleurs, les jeunes filles de 15 ans, 16 ans, veulent se donner une image avec des habits qui coûtent extrêmement cher à 15 ans. Et ça retient aussi les murs. Comment voyez-vous cet avenir? Et les soirs, ils accumulent des boîtes de nuit, ils remplissent des boîtes de nuit, les parents, qu'est-ce que font les parents? Moi, je viens de vous dire, je vais vous raconter une anecdote. Moi, je suis arrivé en France pas longtemps, je suis arrivé en France en 2002. Ça fait longtemps quand même, mais pas longtemps. Mais par rapport à 1980 ou 1970, c'est pas pareil. Alors, en 2002, on peut faire toute une vie. En 2002, on peut avoir des enfants. Un enfant grandit, il a déjà dit... D'ailleurs, j'ai des enfants qui commencent à avoir 13 ans ou 14 ans. Alors, comment élevez vos enfants? Les soirs, quand ils rentrent, mes enfants ne sortent pas du tout. Mes enfants, après l'école... c'est une prison alors? Non. Vous savez, nous avons un parc à côté de la maison. Et les enfants, ils rentrent de l'école, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dehors? Ils vont rester à la maison et se reposer et après apprendre leurs leçons. Maintenant, il y a les week-ends. Moi, j'ai inscrit mes enfants dans les activités sportives. Par exemple, le football, pour le garçon. Ils veulent devenir un footballeur, quoi. Non, pas du tout, pas forcément. Courir comme Usain Bolt depuis pas forcément. Taper sur le ballon. Non, pas forcément, pour lui donner une activité en dehors de l'école. Voilà, et pour que l'enfant ne pense pas à traîner dehors. Et ça, c'est la faute aussi des parents de laisser les enfants à bas âge, depuis 7 ans, 8 ans, jusqu'à 20 h, 21 h. Il faut que les Africains prennent à bras le corps ce problème, c'est-à-dire qu'on s'implique dans la vie active, c'est-à-dire la vie, pas seulement le travail, mais aussi dans la vie associative et s'il le faut même, la vie politique. Parce qu'on voit très bien, même les manifestations qu'on organise en France, que ce soit la CGT ou les associations pour
comment dirais-je, défendre une cause, on voit rarement les Africains. On voit rarement les Africains, mais écoutez, aujourd'hui, amis téléspectateurs, on se trouve face à une démission. Démission de parents, mais on le voit. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. On les voit aussi à travers les résultats scolaires. Il y a un échec patent au niveau de la communauté africaine. On peut les dire. On ne peut pas oublier, faire fi, en fait, de cette observation qui touche, en fait, plusieurs générations. La première, deuxième, troisième, ça continue. Alors, qu'est-ce qu'on se demande où va cette génération africaine? L'avenir nous le dira. Mais on ne le sait pas, mais l'avenir nous le dira. Pour terminer, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.